En 95, on a réussi à acheter une UB110 neuve, à la préparer. Malheureusement, les 4 turbos ont lâché dans la nuit. Je suis un peu un papillon, c'est vrai. C'est un peu mon défaut. Mais en même temps, la vie passe très vite comme ça. Je pense à Enzo Ferrari. Ouais. Je crois que tu as eu la chance de le rencontrer dans ta vie, que tu l'as pris en photo, chose qu'il détestait. C'est quoi cette histoire? On s'est dit, on va relever le défi de faire une voiture qui sera une concurrente de l'Alpine. On a construit 300 voitures à peu près, et l'aventure s'est terminée avec un moment de réalisme, parce qu'il y en a besoin pour ça. Avec Parkinson, Parky je l'appelle. Je l'appelle Parky et j'essaie de maîtriser cette maladie. En fin de parcours, ça bute un peu. Avant de plonger dans ce nouvel épisode, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, Trade Republic. Certains d'entre vous connaissent déjà peut-être Trade Republic. C'est la plus grande plateforme d'épargne en Europe avec plus de 4 millions de clients. Et aujourd'hui, je veux te présenter leur toute nouvelle Mirror Card. La Mirror Card, c'est bien plus qu'une simple carte de débit, c'est un outil qui te permet de gagner tout en dépensant. À chaque paiement avec ta carte, tu récupères 1% de Saveback qui est investi directement dans un plan épargne de ton choix. Ça peut être des actions, des ETF ou même des cryptos. Alors oui, ça paraît fou, mais c'est bien réel. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi faire des retraits gratuits illimités partout dans le monde pour des montants de plus de 100 € avec les meilleurs taux de change. Plutôt pratique que tu sois en Europe ou à l'autre bout du monde pour ton prochain road trip ou pour notre prochain tournage à l'étranger. En plus de ça, Trade Republic t'offre 3,5% d'intérêt par an sur les fonds que tu n'as pas encore dépensés. Autrement dit, même ton argent au repos travaille pour toi. Et tout ça sans frais cachés. Alors c'est simple, si tu veux une carte qui te permet d'investir facilement, de dépenser intelligemment et de faire fructifier ton argent, va jeter un œil à la Mirror Card de Trade Republic. 3 cartes sont disponibles, la version virtuelle gratuite, la version classique à 5 € et la version Mirror dont je vous ai parlé à 50 €. Merci à Trade Republic de sponsoriser cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus ou essayer la Mirror Card, le lien est en description. Allez, c'est parti pour l'épisode. Pause. L'épisode que tu t'apprêtes à regarder me tient particulièrement à cœur. Étant breton et plus particulièrement de Rennes, j'ai grandi avec les histoires légendaires de Michel Homel et de son manoir de l'automobile à Loéac. C'est à peine à 50 km de chez moi. Je rêvais donc de cet épisode depuis la création de Dans la boîte à gants, et pour être franc, j'ai bien eu peur qu'il ne voie jamais le jour. Je suis donc particulièrement fier et heureux que ce soit le cas aujourd'hui, et j'espère que tu l'apprécieras autant que moi. Bon épisode. Bienvenue dans La Boîte à Gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire qui tu aimerais que l'on reçoive par la suite. Et pense à t'abonner, c'est un petit geste, ça prend 2 secondes, mais c'est un soutien énorme pour la chaîne. Bonjour Michel. Donc nous voilà réunis. Nous voilà réunis. Comment tu vas? Fort bien, fort bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Michel, sachant qu'on va revenir sur toute ton histoire, évidemment? J'ai eu la chance de naître avec des parents formidables. Donc ma vie est passée à une très grande vitesse, car j'étais passionné. Dans quel contexte tu grandis? Tu grandis où? Je grandis, et mes parents sont agriculteurs. Et je grandis dans une ambiance de ferme, où j'avais un père très dynamique, qui m'a éduqué dans le sens de l'époque, où il fallait travailler, gagner son salaire et avancer dans la vie avec la tête droite. Donc ton père, Jean Homel, c'était aussi un passionné d'automobile. Est-ce que c'est lui qui t'a transmis ce virus? Il n'était pas vraiment passionné. Il s'intéressait à l'automobile. Je me souviens que quand on est passé de la 404 à la 403, c'est dans l'autre sens que ça marche. Enfin, chaque fois
qu'on a changé de voiture. Il allait à l'usine chercher la voiture et il en prenait livraison. C'était une petite fête. Et c'est quoi tes autres souvenirs liés à l'automobile? Parce que tu me dis que ton père était agriculteur, donc j'imagine que tu as conduit les tracteurs très jeune. C'est ça un peu tes premiers souvenirs au volant? Et donc les premiers souvenirs motorisés, c'est la traction, le coupé traction. C'est aujourd'hui une voiture de collection assez rare. Et cette voiture m'avait marqué. C'était pour moi donc sa première voiture. Ensuite, il y a eu il s'est adapté à la situation des constructeurs. Et donc, il essayait de prendre d'acheter une voiture efficace. Quand tu dis efficace, j'imagine qu'il roule bien, quoi. Et qui roule bien. Il avait la tâche caravane. Donc, on partait l'été 1 mois en vacances avec la 403, la 404, ou la Ronde, ou la voiture du moment, avec une caravane. Ah, c'était une aventure. Et toi, est-ce que à ce moment-là, tu as ce petit côté, on va dire, fouribond, où tu vas piquer le tracteur et tu vas aller partir avec, ou piquer la voiture, et je sais pas, peut-être à 12, 13, 14 ans? Oui, j'ai commencé à être attiré par tout ce qui fonctionnait, roulait, les moteurs, à partir de l'âge de 13-14 ans. Et c'est quoi qui te passionnait là-dedans? C'était le côté mécanique? Le côté mécanique et le côté compétition. Ouais. Parce que ma première voiture, en fait, ça a été un véhicule mobile. C'était une planche assez épaisse sur laquelle j'avais vissé 4 roulements à billes et j'utilisais cet engin pour faire des dérapages et des compétitions dans le grenier. Donc tes premiers souvenirs de compétition auto, si on peut appeler ça comme ça, c'est dans un grenier avec une caisse à savon. Et comment ça évolue après? Après, donc, je conduis le tracteur, le Ferguson gris, le petit gris comme on disait. Donc, mon père n'a pas de mal à trouver un pilote pour son tracteur, parce que j'aimais ça déjà. Et le deuxième engin roulant que je pilotais régulièrement, c'est la moissonneuse-batteuse. 1,80 m de coupe. À l'époque, c'était la base qui était donnée à la machine pour couper le blé, l'orge ou l'avoine. Donc, mes vacances étaient occupées à faire la moisson. Et déjà, cette malheureuse machine, je la mettais en travers. Elle glissait, elle était en porte-à-faux. Donc, c'était assez simple de lever l'arrière de la moissonneuse-batteuse et de la faire glisser. Oui, c'est des souvenirs. À ce moment-là, de quoi tu rêves? Parce que peut-être que la logique aurait été que tu prennes la suite de ton père, que tu sois toi-même agriculteur. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Toi, tu rêves d'autre chose? C'est-à-dire que je suis un piètre étudiant. Donc, je faisais passer mes passions avant tout. Et c'était une forme d'égoïsme. En fait, je suis passé au vélo Solex, à la Vespa, après à la voiture empruntée aux parents. Je bricolais les engins qui appartenaient à des amis à l'époque.
je me faisais un peu d'argent de poche. Et c'était une vie très, très cool. Les Vespa, les Solex, quand t'es jeune, c'est aussi un peu à qui aura la plus belle pour la drague des ados, quoi, non? Ah oui, bien sûr. Surtout la Vespa. La Vespa 125, avec le siège biplace. C'était charmant. Et pour draguer, quoi, à l'époque. Et donc, il y a eu toute la période de ces engins un petit peu turbulents. Et on est passé à la voiture à l'âge de 17 ans. Je n'avais pas encore mon permis. J'ai acheté ma première voiture avec mon père, qui avait partagé l'achat. 40 francs. C'était une donnée de bien, comme on disait. Et donc, j'ai pu utiliser cette voiture pendant plusieurs années pour faire Nancy Centre, lycée Poincaré et la ferme Hommel à Tomblaine. Donc cette voiture me servait surtout pour transporter le pilote que je commençais à devenir, parce que en parallèle de cette période, j'avais acheté une Dauphine 1093 et ensuite une R8 Gordini. Je crois savoir que la Dauphine 1093, ou peut-être la Gordini d'ailleurs, à chaque fois tu essayais de trouver des voitures plutôt en piteux état et tu les retapais, c'est ça? Oui, je cherchais des voitures qui avaient fait des tonneaux. Et il est vrai que la Dauphine 1093 et la R8 Gordini avaient leur réputation à cette époque. Ça glissait, ça se retournait facilement. Et donc, il fallait réparer. Donc moi, souvent, comme j'avais peu de moi, j'étais pas dans les nantis de la ville de Nancy. J'achetais les voitures après tonneau. Donc tu achetais les voitures des nantis qui avaient fait des tonneaux avec, oui. Et tu les retapais. Là, je faisais ça, c'était l'été, pendant les vacances. Ça complétait bien la moissonneuse-batteuse. Et il me fallait 3 semaines pour donc acheter une coque neuve chez Renault et transférer les pièces de l'une sur l'autre. Donc, j'ai eu 3 voitures pour lesquelles j'ai dû me débattre. Et c'était un plaisir et un rêve qui se concrétisait. La 1093 et surtout la R8 Gordini, c'était formidable. À ce moment-là, tu arrêtes tes études. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Je fais une première année de droit. Je mets plusieurs années à passer mon bac. C'était difficile. Puis j'avais besoin de gagner, d'avoir un petit revenu pour financer toutes mes frasques. Donc, je faisais d'une pierre deux coups. Je me faisais plaisir et j'arrivais à financer le remontage d'une voiture que je connaissais par cœur. J'ai fait la Coupe Gordini. Donc, en Dauphine 1093, j'ai fait le rallye de printemps, la course de côte de vélo, des épreuves régionales. Et avec la Gordini, j'ai fait des choses les plus sérieuses. J'ai participé à des
compétition sur tous les circuits de France. Et en particulier, ma première épreuve, ça a été Reims, circuit de Reims, où j'ai rencontré d'ailleurs Andruet, qui prenait la voie des champions. C'est là où tu rencontres Andruet, Jean Ragnotti. Oui, absolument. Je rencontre des tas d'autres personnalités. Et moi, je devais faire un choix. Je venais de lancer Échappement. Comment c'est venu Échappement? Parce que comment tu te retrouves dans le milieu de la presse, de l'imprimerie, alors que ton père est agriculteur, ton frère prend la voie de la pharmacie? Donc, en fait, c'est un savant mélange de la passion du sport automobile et d'un métier. En fait, à 21 ans, j'arrête mes études. Et je trouve une activité qui finance mon sport automobile. Et je me retrouve dans une agence immobilière à Nancy, en premier métier. Et là, je rencontre un garçon qui était imprimeur, qui avait abandonné son métier et qui finançait ses revenus en étant représentant, comme moi, dans une agence immobilière. Et donc on découvre une passion commune, mais qui était qui était mise en évidence de manière plus flagrante chez Michel Lomel. Donc la connaissance, la sensibilité que j'ai pu avoir par rapport à l'imprimerie et la course automobile m'a donné envie de lancer Échappement. Mais Échappement, c'était pas le journal, le magazine qu'on a connu pendant 50 ans. Les 5 premiers numéros étaient de l'improvisation complète, puisque 80% du magazine était consacré aux loisirs et 80% de loisirs et à l'actualité régionale, pour réserver 20% à l'automobile. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, les amateurs, les pilotes amateurs dont tu faisais partie, ont le droit d'avoir leur journal. C'est en tout cas le magazine des pilotes amateurs, c'est ça? C'est un peu poussé par les événements, parce que j'ai ressenti ce manque à l'occasion de la sortie des 5 premiers numéros. Et là, j'ai reçu du courrier du lecteur, des informations, des gens qui avaient découvert le magazine. Une seule chose était évidente. Il fallait faire un magazine 100% automobile. Il fallait mettre tout ce qui était remplissage, donc le loisir. Il fallait mettre ça de côté. Et à ce moment-là, encore une fois, tu viens d'une famille d'agriculteurs. Tu n'as pas été exposé à l'entrepreneuriat avant, tu n'as jamais monté une entreprise. Est-ce que tu
tu as peur ou justement au contraire ça t'enivre, ça t'excite, tu sens une raison de vivre, de monter un projet, tester des choses, voir si ça marche, changer? Je pense qu'on ne réfléchit pas. Certains moments dans la vie, on avance et on fait ce qui semble dans la bonne voie. Et après, on a le résultat de l'action. Et il est bon ou mauvais. Tout dépend du chemin qui a été pris. Là, il se trouve que j'étais dans la bonne voie parce que le marketing man que j'étais, entre guillemets, avait bien ressenti les choses. Mais j'aurais pu être à côté de la plaque. Et il n'y aurait pas eu échappement. Il n'y aurait pas eu tout ça. C'est un peu la chance de l'entrepreneur. À ce moment-là, on est un peu dans les 30 glorieuses, puisque tu lances Échappement aux alentours de fin 68. Comment ça se passe, les débuts? J'imagine que c'est un peu fait de briques et de broc, dans un appartement, un peu comme une espèce de... Les premiers employés étaient presque des amis, la famille, c'est ça? Oui, briques et broc. Ça, on peut le dire. Les premiers numéros d'Échappement ont été façonnés sur une table qui était plutôt rustique puisque c'était deux tréteaux et des planches qui ont permis d'assembler le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Là, c'était les amis qui me donnaient un coup de main. J'avais pu acheter à crédit une Aurélia 70-100. Ah oui, ça, les premiers achats, marque, et une Chiffre. C'est quoi tout ça? C'est des matériels, des grosses machines qui impriment. C'est Et donc, muni de ce matériel et de l'appui de tous les amis de l'époque, j'ai pu sortir Échappement. 3000 exemplaires. On n'a jamais su exactement ce qu'on avait vendu. Parce qu'en fait, je connaissais pas le principe de la distribution en kiosque. Donc je livrais moi-même les journaux avec ma 403. On livrait le papier et aux boutiques en direct. Enfin, quand je dis on, c'était moi. Et censé reprendre les invendus quand on livre le numéro 2, et ainsi de suite. Là, quand j'ai livré le numéro 2, ben les marchands de journaux, pour certains, ne savaient pas que Échappement existait. Ils l'avaient complètement zappé. Comment tu arrives à faire évoluer le projet qui est naissant, à réussir à t'entourer de personnes pour le faire croître, les motiver alors même que à ce moment-là, comme tu le dis, les ventes ne sont pas extraordinaires, donc il n'y a pas beaucoup d'argent, et pour autant à réussir à créer un dynamisme? Oui, c'est vrai que la deuxième action, il fallait créer de l'activité pour financer l'impression du journal. Rien que ça, c'était un défi important. Surtout que moi, c'était ma première entreprise et que le concept du
il fallait penser au concept du journal. Donc c'était à la limite confus. Donc les voix qui ont été utilisées pour financer le journal, ça a été un peu les banquiers, mais très peu. Ils ont mis le bout de leur nez un peu plus tard. Mais pendant cette période, les collaborateurs qui travaillaient avec moi à la pige, comme on dit, c'est-à-dire à la mission, étaient utilisés entre guillemets pour les nouvelles activités. Donc les nouvelles activités, ça a été l'organisation d'une dizaine de courses de stock-car dans la région Lorraine. Ça dégageait de la trésorerie. Donc c'était aussi l'organisation du premier festival de pop musique à Nancy. Là, on a fait 10 000 entrées payantes. On avait ABBA, je me souviens. On avait ABBA et on avait une dizaine de groupes régionaux. L'idée, en fait, c'était de se dire que tout était bon pour financer l'activité d'échappement et son développement. Absolument. Tout était... On a donc même arrêté en 68, à partir du numéro 3. Il est resté en kiosque. Le numéro 3 est resté 3 mois. Parce qu'il n'y avait plus les moyens de financer la sortie du journal. Et j'ai dû proposer à mes collaborateurs de l'époque de vendre des gâteaux, des lots de gâteaux sur les marchés. C'était des gâteaux hollandais, qui étaient très bons d'ailleurs. Et on avait joint au lot de gâteaux et un jeu de pétanque. Parce qu'on était tombé sur un stock qui avait été utilisé et non vendu. Donc après, avec l'argent récolté, la machine se remet en route. C'est à ce moment-là où toi aussi tu fais la transition entre Nancy et Paris pour accélérer tout ça? D'abord, je suis obligé de choisir. Et il fallait choisir entre la carrière de pilote et l'entreprise. Je pouvais pas cumuler deux activités déficitaires. Donc je choisis ce qui me semblait le plus raisonnable, c'est-à-dire l'édition d'échappement. J'avoue que j'ai hésité quelques jours. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers échappement? Tu t'es dit que il te manquait un petit truc pour devenir un pilote tel qu'un Jean Ragnotti ou un André? Disons que j'étais un peu téméraire, un peu trop téméraire, et je pense que je me suis fait mal si j'avais choisi le sport automobile. Et puis au niveau financier, il n'y avait pas de recette. Là, avec échappement, même s'il était déficitaire, il y avait des recettes qui permettaient de financer son développement.
Comment se fait la transition justement entre Nancy et Paris? Au début, tu installes les bureaux dans ton appartement personnel? Oui, au début, donc, je maintiens ma vie. Donc, je maintiens l'activité au Nancy, où je garde un service comptabilité, un service gestion, et je gère toutes les activités annexes. Et Paris, c'était l'ouverture sur le développement, parce que en 68, donc en 69-70, je crée quelques magazines. Tu fais des tests, c'est ça? Tu testes d'en lancer plein d'autres? Donc dans les tests qui ont réussi, il y en a eu deux qui ont vécu un certain temps. C'est le mensuel La Moto et un magazine qui s'appelait Extra, qui était un mensuel. Donc j'ai développé ces 3 titres pour en lancer bien d'autres par la suite. Comment tu fais à ce moment-là, où tu lances plein de projets, sans trop de finances, pour motiver les troupes, alors même que j'imagine, des fois tu n'étais pas en capacité même de les payer à date fixe? Comment tu fais pour qu'ils restent derrière toi à continuer à développer tout ça, alors que c'est encore fragile? Il est vrai qu'on avait tous entre 20 et 25 ans et on était attachés à la réussite d'une entreprise du haut en bas. C'était un défi que j'avais relevé et on avait relevé, permettait à tous mes collaborateurs de sortir d'un système un petit peu difficile pour certains. Donc c'était l'aventure que je leur proposais, c'était de vivre avec moi dans ce développement qui était le lancement de magazines. Dans les magazines étonnants, j'avais lancé Motojournal et je l'ai revendu 6 mois après pour faire vivre les autres à Pierre Barret qui était le patron d'Europe 1. J'imagine que tu as eu aussi des, entre guillemets, des coups durs ou en tout cas des difficultés. Et tu parlais d'un magazine qui s'appelle La Moto. Et je crois savoir qu'en 73, tu as eu un mouvement de grève où les employés s'étaient enfermés dans les bureaux même. Ouais. C'est quoi cette histoire? Ah oui, c'est... Ben, disons que, en fait, la valeur d'un magazine, c'est son équipe. Et là, l'équipe de La Moto, le rédacteur en chef, le maquettiste, les secrétaires de rédaction, ont décidé de lancer un concurrent. Donc, ils me voient faire, et je dis, si Hummel lance des magazines, nous, on doit être capable de faire la même chose. Malheureusement pour eux, ça s'est mal terminé. J'ai embauché une autre équipe, donc un nouveau rédacteur en chef. Et donc, j'ai pu passer le cap. Mais des difficultés comme celle-ci, j'en ai connu plus. On est en 72, on avait lancé un magazine qui s'appelait Tilt. Le concept, c'était un journal en autocollant.
Donc le contenu était imprimé sur du papier autocollant et après consommation, on pouvait décoller les sujets, donc les vedettes, et les mettre sur son cartable, sur le frigidaire. C'était formidable. Là aussi, j'ai vendu le titre, parce qu'il a fallu rééquilibrer les comptes. C'était bien d'avoir de nouvelles idées, mais il fallait pouvoir les financer. T'étais sans cesse un espèce de funambule qui essayait de manœuvrer entre, on va dire, les coups durs, les pertes, et ce qui marchait, qui venait un peu éponger ces pertes, c'est ça? Oui, c'est bien résumé. C'est à peu près à ce moment-là aussi où tu lances l'écurie Échappement en parallèle? Ah oui, Échappement faisait son bonhomme de chemin. Et une diffusion nationale. Il était édité depuis 3-4 ans. Il commençait à rencontrer des concurrents sérieux, mais il résistait bien et il commençait à dégager de la marge. C'est qui un petit peu les pilotes qui sont sortis justement de cette école Échappement? Et donc, on a eu l'idée d'organiser un concours d'abonnement pour faire accéder aux meilleurs à leur passion. Chaque année, on a eu quelques milliers d'abonnements qui sont donc entrés dans les caisses de la société d'édition. Et le principe du concours, disons qu'on sélectionnait les 50 meilleurs vendeurs d'abonnements. Échappement. Le premier, il avait dû en avoir 500. Il avait été très efficace. Il avait même vendu des abonnements Échappement pour 20 ou 30 ans à sa grand-mère. Ça s'appelle de l'extorsion de fonds, ça. Ouais. Enfin, on a trouvé des tas de gens qui ont été inventifs. Et donc, on a acheté les 3 Alpines et on les a remis aux pilotes, qui étaient rien d'autre que Bruno Sabi. D'ailleurs, j'ai eu Bruno Sabi au téléphone il y a 2 jours et il te passe le bonjour. Ah oui, c'est formidable. C'est un garçon attachant. Donc, il était rapide sur le terrain et il était clean. À ce moment-là, tu sais, il y a aussi un événement majeur qui se produit, c'est le choc pétrolier. Est-ce que ça a une incidence directe pour... 73. Exactement. Ah ben là, on est un peu ennuyé. Et donc, on a un gros problème, c'est que les annonceurs ne peuvent pas envoyer les traites correspondant aux recettes des magazines. On a failli se casser la figure, c'est le cas de le dire. Je crois qu'à ce moment-là, vous êtes déjà quand même un certain nombre dans le groupe. Vous êtes quoi, peut-être 60, 80 personnes? 70, oui. Tu te sépares de certaines personnes à cause de ce choc pétrolier? Ouais. Ah ben oui, c'était une question de survie, puisque le gouvernement de l'époque avait suspendu le sport automobile. Il fallait vivre sans compétition. Il fallait retrouver des idées pour faire rentrer du cash. Mais il y a un moment, on s'essouffle. Donc tu réduis la voilure, beaucoup de personnes partent. Ouais.
Comment tu fais pour relancer tout ça une fois que la crise pétrolière passe? Il y a beaucoup d'énergie. Et on remet la machine en route. Pendant 50 ans, j'ai créé 100 magazines. Donc ça fait 50 ans, ça fait 2 par an. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Donc là, l'activité se relance. Ouais. Et est-ce que tout de suite, vous passez presque d'une situation où vous êtes plus beaucoup à une grosse accélération où finalement vous êtes un peu à l'étroit dans les bureaux, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc là, on aménage les bureaux pour assumer les lancements des journaux de télé. Là, c'est sûr, c'était une nouvelle aventure. C'est en quelle année, ça, à peu près? 80. Là, on met la barre haut. On lance télécassettes. C'était des programmes télé avec les jaquettes de la semaine. 20 jaquettes. Les jaquettes, c'était des pages qui étaient aménagées au niveau maquette pour emballer la cassette vidéo avec lequel on avait enregistré un film. Et donc les gens se constituaient une vidéothèque. C'est-à-dire qu'avec ce magazine, ils avaient 20 pages pour leurs 20 enregistrements. Et là, on est monté à 500 000 exemplaires vendus toutes les semaines. Donc là, tu passes, donc en 5 ans, à la sortie de cette crise, tu passes d'une activité qui renaît, qui est encore, on va dire, qui peut avoir encore des difficultés, à une activité là, en 80, avec télécassette. On reviendra sur les difficultés que tu as eues avant. Mais une fois que c'était lancé vraiment au bout de 3 ans, là, ça commence à être vraiment on va dire une situation plus florissante, presque une fortune, qui va te permettre vraiment d'investir aussi dans les voitures comme tu l'as toujours fait. Oui, j'ai pu, grâce à télécassette, financer le développement de tout ce qui était musée et collection de voitures. Donc, c'est-à-dire que lancer un magazine, c'est comme toutes les entreprises. C'est une équipe d'hommes. Au niveau télé, il faut reconnaître que quand on a lancé Télécassette, on a eu l'idée de lancer Télécable et Satellite Hebdo en portant des programmes de télécassette. Donc là, on s'est retrouvé les 3 H, Hommel, Hersan et Hachette. On était à 2 millions d'exemplaires. Hersan était à 4 millions et Hachette à 0. Donc à ce moment-là, tu te hisses parmi les plus gros éditeurs, alors que fondamentalement, tu étais un peu toujours l'artisan qui devient important en fait. Parce que je crois, je sais plus exactement les chiffres, mais télécassette et télécable, à un moment, c'était plus de 750 000 exemplaires par semaine. Ouais. C'est ça qui finalement bâtit la fortune qui te permet on verra plus tard, mais de vraiment acheter plein de voitures. Ouais. Et de nourrir ta passion. Oui, absolument. Là, j'ai eu quelques années dorées où il n'y avait pas de problème d'échéance. Et c'était très agréable. Je faisais par
de mon état financier. En 50 ans, j'étais toujours plus ou moins déséquilibré au niveau finance. C'est-à-dire que je courais toujours après. Et donc, il y a 3 mois, je suis arrivé à passer le cap. J'ai plus de dettes. Et ça, c'est une autre vie. Ça fait du bien. C'est quoi justement ta relation face aux banquiers? Parce que de ce que tu me dis, pendant longtemps, tu étais plutôt dans le négatif que dans le positif. À chaque fois, tu changeais de banquier, tu arrivais à les attirer via la passion automobile. Comment tu faisais? J'ai eu beaucoup de banquiers. Et c'est vrai que ils avaient souvent des personnalités différentes. J'en avais un quand j'arrivais avec mes bilans et mes prévisions. Il me dit, écoute, je ne peux pas me tromper surtout. Dans une entreprise, il y a des hommes, des idées et la finance. Donc, il mettait les bilans et les documents comptables prévisionnels. Il les mettait à la poubelle et il dit, je prête sur l'homme ou sur ses idées. Il y en avait d'autres. Quand je suis arrivé à Paris, je venais de Nancy. C'était M. de Roquemorel, patron de la Continentale de Banque. Il était donc avec sa directrice générale. Il me recevait dans leur bureau. Et à un moment, le patron dit, qu'est-ce qu'on lui fait à ce garçon? Il a une bonne tête. On lui fera 50 000. Tu en parlais, le succès de Télécassette, à ce moment-là, ça commence vraiment à être une période très faste. Tu le disais, il y a eu plus de 100 magazines au cours de l'existence du groupe Hommel. Les chiffres commencent à être mirobolants aussi bien en termes de vente que de chiffre d'affaires, puisque c'est des dizaines et des dizaines de millions. Mais je crois que les débuts de Télécassette, tu as une phrase assez rigolote, c'est que tu dis que ça t'a coûté 3 Ferrari. Pourquoi tu dis ça? Ça a coûté même un peu plus. Et c'est vrai que tous les vendredis, quand la semaine se terminait, on avait les résultats des ventes de Télécassette. Et on n'arrivait pas à équilibrer le journal. Les ventes augmentaient et il fallait qu'on mette de plus en plus de papier dans le réseau commercial. Donc on savait qu'on aurait une sortie positive, mais on ne savait pas quand. Et donc toutes les semaines, on arrêtait le journal. Et le lundi, on disait, c'est quand même dommage, c'est quand même peut-être ce qui va nous permettre de sortir des difficultés. Donc le lundi, on ressortait le journal. Donc vous l'arrêtiez toutes les semaines, quoi. Oui. Mais ça a duré quelques mois. On était rodés. Et quand tu dis que ça t'a coûté 3 Ferrari, est-ce que dans le lot, il y a cette fameuse 512 BB que tu as vendue à ton ami qui gérait à ce moment-là Charles Pozzi? Oui. Donc, c'était au mois de août. Période difficile pour les entreprises, les vacances. Donc la BB 512 est partie une fois. Ça a permis de gérer la trésorerie, encore une fois. Et tu l'as rachetée ensuite? Oui. C'est celle qui est exposée.
Donc on peut dire que Daniel était pour toi un peu un prêteur sur gage, quoi. Oui, absolument. C'était une manière de soutenir mon entreprise. Dans ce que je comprends, dans ce que tu dis, c'est que toutes ces activités-là, c'est devenu une passion aussi, évidemment, de créer des magazines, la passion de l'entrepreneuriat aussi, mais c'est ce qui t'a permis de financer tes voitures, toutes celles qu'on voit ici aujourd'hui au musée, il y en a de plus de 400. Ouais. Juste avant, je voulais savoir pourquoi tu as choisi Loéac plutôt peut-être qu'une autre ville en Bretagne au bord de la mer ou que sais-je. Bah, toujours pareil, une histoire de budget. J'allais avec mes parents en vacances à l'âge de 5 ans en Bretagne. Et il est certain que quand j'ai eu envie d'acheter une maison de campagne, j'ai choisi la Bretagne. Et plutôt que choisir une maison au bord de mer, j'ai choisi l'option de l'intérieur des terres pour m'établir. Parce que les bords de mer étaient très chers et l'intérieur des terres était plutôt possible. Donc j'ai missionné un notaire qui m'a emmené dans 3 villages. Et donc j'ai retrouvé ici l'ambiance des villages d'antan. Donc tu t'installes à Loéac pour ta résidence secondaire. Tu as fait ce choix par des raisons économiques à la base, et puis finalement tu tombes sous le charme de ce village. Comment tu amènes ta passion pour l'automobile, qui est déjà ultra présente, à Loéac? En face de ma maison, il y avait un boucher qui était bistrotier en même temps. Et donc, souvent, les vendredis soirs, samedis soirs, se terminaient dans cet endroit, qui était le point de chute de tous ceux qui bougeaient un peu dans le village. Donc, au bout de 2 ans, la conclusion était la suivante, c'est que tout allait bien à Loéac, mais qu'il fallait inventer un nouveau produit pour faire venir le monde. On était au fin fond d'un système, il fallait le redresser. Donc après avoir fait quelques voyages en Angleterre, en Belgique, pour voir des rallycross, je me suis aperçu que ça n'existait pas en France et que la possibilité de faire un rallycross était faisable à Loéac. Donc j'en parle au comité des fêtes du village, qui était à l'affût de toutes nouvelles idées, surtout dans le sport automobile. Car ils savaient que j'étais passionné et ils savaient qu'il y aurait une grande implication de Michel Lemel. Donc, 73, j'arrive à Loéac. 76, première course de vitesse sur terre battue. C'était la dénomination première du premier rallycross organisé à Loéac. Et à ce moment-là, les gens, ils sont plutôt réticents ou plutôt contents que tu organises ça? Plutôt positif, dynamique, en ce qui concerne l'organisation, et parce que j'ai une adhésion quasiment totale de la population. Il y avait 300 habitants, ceci dit. C'était plus simple, oui. Oui. Donc on décide d'organiser le premier rallycross en France. Donc je suis obligé de construire un circuit, mais qui était en terre. Il n'y avait pas de partie bitumée. Il fallait constituer un plateau de pilotes. Donc on a un peu la participation des pilotes comme Benza sur Benza, des Porsche, des Anglais, des Belges. Donc c'était extraordinaire parce que comme on n'avait pas d'hôtel à Loéac,
enfin 6 chambres. Il y a vite eu un dépassement. Et donc on a dû loger d'office les pilotes étrangers chez l'habitant. Donc ça a créé une osmose très positive et ça a mis vraiment l'ambiance dans le village un mois avant la course. Tu sens à ce moment-là qu'il y a aussi un engouement pour le spectacle qu'est le rallycross, parce que c'est, encore une fois, c'est spectaculaire, des départs en meute, le fait qu'il y ait ce côté 4 tours, terre, asphalte, beaucoup de glisse, 4 tours, ouais, c'est quelque chose de très intense. Non, donc le rallycross est spectaculaire, puisqu'on a fait 10 000 entrées payantes sur la première année. Donc c'était extraordinaire. Les gens du comité des fêtes, certaines personnes avaient prévu jusqu'à 2000 personnes. Donc là, on avait multiplié par 5 la participation de tous les pilotes et de tous les spectateurs. Et dès la première édition, tu ramènes tes potes pilotes comme Jean Ragnotti, Henri Pescarolo. On sonne le rappel et ils ont tous joué le jeu. Il est vrai qu'il y avait une affiche un petit peu hétéroclite, mais qui valait la peine. C'est quoi les premiers souvenirs que tu as lorsque ça se déroule? C'est des souvenirs, on va dire, d'une organisation très familiale, très proche entre les pilotes et... Tout était festif. C'est-à-dire qu'on consacrait le mois d'août. On a consacré le mois d'août à organiser. C'est-à-dire que on devait chercher les fûts de cidre dans les fermes. Donc avant, on allait goûter le cidre dans les fermes et on sélectionnait les fournisseurs de cidre. Et donc, c'était formidable. C'était chaque fois une ambiance raisonnée et formidable. Je suis sûr que tu étais un très bon goûteur de cidre. Oui, c'est vrai que j'aimais bien le cidre de maison, comme on disait. C'est quoi un peu les souvenirs que tu gardes aussi de grandes batailles entre les pilotes durant toutes ces années? Il fallait que l'année suivante, en fonction du résultat qui était positif, il fallait en un an créer 10 circuits en France, créer un plateau, créer l'envie pour les pilotes de participer au rallycross. Donc c'était tout un championnat et un type de course à organiser et à amener, à dynamiser en France. C'est ce qu'on a fait pendant 6 mois de l'année, où avec un de mes collaborateurs, on a parcouru recherché des terrains, des comités des fêtes et des écuries automobiles capables d'organiser. C'était une grosse machine à mettre en route. On a passé le temps qu'il fallait pour y arriver. Qu'est-ce qui t'amuse? J'ai l'impression que tu vois, finalement, ce qui t'amuse le plus dans tous ces projets, c'est de mettre en route. C'est ça, c'est de créer de toutes pièces. Je suis un peu un papillon, c'est vrai. C'est un peu mon défaut. Mais en même temps, la vie passe très vite comme ça. Tu te considères plus créateur que gestionnaire? Oui, je suis plus créateur que gestionnaire. Et je te faisais référence tout à l'heure aux grandes batailles qu'il y a eu sur le rallycross. Il y en a eu plein. Mais moi, il y en a une à laquelle je pense parce que d'une, c'est des voitures mythiques. Et on en parlera plus tard, mais des voitures du groupe B. Je pense à la bataille qu'il y avait eu entre Bruno Sabi et Guy Fréquelin. Oui, c'était formidable. Lancia contre Peugeot. Oui, c'est vrai. Quel souvenir t'en gardes de ça? C'était en 88, je crois. On était dans le summum du rallycross et des groupes B. C'était des voitures surpuissantes qui amenaient un spectacle et un plaisir de pilotage pour les pilotes, qui était, entre autres,
Fréquelin et Saby qui se battaient pour le championnat de France. C'est vrai, il y a eu toute une période formidable. Mais maintenant, elle est formidable aussi, elle est différente. C'est quoi ton regard sur le rallycross actuel que tu as lancé il y a des dizaines d'années et qui a évidemment évolué, qui est maintenant une institution bien établie? Oh, c'est maintenant autre chose, un autre plaisir, c'est parfaitement organisé, c'est nickel au niveau de la réalisation des circuits et de leur aménagement. Non, le pilotage a progressé aussi. Tout a progressé et on est toujours resté dans un esprit convivial au niveau des rapports entre les hommes, entre les différentes parties. Rappelons que le point fort de l'organisation, c'est une association qui est détenue à 50% par le comité des fêtes et 50% par l'écurie Bretagne. C'est la course automobile à la campagne. C'est ce que j'ai voulu préserver le plus et je dois dire que c'est une réussite. Ça, c'est un aspect, le rallycross, de ce que tu as pu faire à l'OEAC. Il y en a aussi un autre dans lequel on est maintenant, c'est le manoir de l'automobile. C'est quoi l'idée derrière? Parce que tu as acheté plein de voitures au fil on va dire, de ta fortune, de ton évolution. C'était ta manière de te faire plaisir parce que t'es passionné. Et est-ce que c'est à force que des amis cherchent à voir ta collection que tu as décidé de la rendre publique? Oui. Écoute, je collectionne les voitures depuis 60 ans. Et donc, pendant 15 ans, j'ai stocké les voitures dans des locaux d'amis. Et un jour, on m'annonce que la ferme de la Courneuve est à vendre. C'est ici. Et immédiatement, je prends l'option d'acheter ce terrain accompagné de la ferme parce que je faisais d'une pierre deux coups. Je trouvais une solution pour le rallycross, pour faire un circuit qui avait plus d'envergure. Je trouvais des locaux pour mettre mes voitures, pour positionner les voitures dans un endroit agréable. Et donc, je faisais avancer la machine. Est-ce que ça t'a valu des petites anecdotes? Parce que j'essaie de réfléchir, mais si c'était une ferme à la base, toi, tu viens mettre des voitures dans cet ancien corps de ferme. Est-ce que finalement, il n'y a pas des fermiers qui sont venus un peu perdus, pensant encore que c'était une ferme? Oui, c'est vrai que l'anecdote est amusante. La semaine suivant l'ouverture du musée, l'ouverture officielle, il y avait encore des espaces non remplis par les voitures qui étaient vides. Et donc, Monsieur Lecoq, qui était l'ancien cultivateur, le cultivateur qui gérait cette ferme, qui était en retraite depuis quelque temps, avait pas imaginé qu'on puisse abandonner la dernière vache de son troupeau. Donc on y a aménagé un espace qui ressemblait à une écurie. Et cet espace est devenu une salle de séminaire d'ailleurs. Et le vendredi, en arrivant, qu'est-ce que je vois? Dans le musée, le futur musée, je vois la vache de Monsieur Lecoq, qui était presque la première spectatrice, en fait.
Elle disait, elle confirmait qu'elle était encore bien chez elle et qu'elle voulait continuer à vivre dans cet espace. Bon, donc on a bien compris les choses et au final, Monsieur Lecoq a vendu cette vache qui était le dernier reste de la ferme et donc la vie a continué. Surtout qu'elle était entrée dans le musée sans payer son ticket, donc oui, c'était un peu limite. Très grave. Comment tu commences cette collection? Tu commences avec les premières voitures dont tu parlais tout à l'heure, à savoir la MT, Renault MT maraîchère, c'est ça? La Renault, la maraîchère, oui. Ouais. Donc ça, c'était ma première voiture. Donc ça, c'est une voiture de 1925, quelque chose comme ça? 1925, oui. Ouais. J'allais au lycée Poincaré avec cette voiture assez souvent. Et je faisais le plaisir. Je régalais les jeunes femmes, les jeunes filles du lycée voisin. Mais donc il y avait celle-ci, il y avait la Gordini ou la Dauphine dont tu parlais. Alors ça, c'est venu après la 1093. Ouais. La Dauphine 1093. Hervé de Gordini. Et après, bon, une multitude de voitures. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir financer tout ce que j'aimais. Et à chaque fois, tu sais, t'as quand même, j'ai l'impression à travers ce musée que t'as quand même des goûts très éclectiques. Parce que tu aimes plein de choses différentes. Plein de voitures différentes. Ça a été quoi à chaque fois le point commun? Qu'est-ce que tu recherchais? À un moment, quand j'ai pris la décision de devenir musée avec une billetterie et une organisation, j'ai essayé de développer des collections thématiques. Donc il y a eu les italiennes, avec les Maserati, les Lamborghini, les Ferrari. Il y a eu les cabriolets, Peugeot. Il y a eu les groupes B. Il y a eu toutes sortes d'autres thèmes, puisque l'esprit, c'est d'être un petit peu, avoir des points forts pour régaler les clients passionnés. T'en as cité plein. Il y a évidemment aussi les Formule 1 qui sont juste derrière nous. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce que cette pièce, cette disposition, ces voitures, t'en as rêvé une nuit et le matin tu t'es dit il faut que je le fasse. Comment ça s'est passé? Ah ben ça, c'est la fin de la construction du musée. Là, c'est à la limite plus simple et plus compliqué. C'est plus simple parce que donc c'est un peu un travail d'architecte d'intérieur, puisqu'on prévoit un aménagement des Formule 1, un aménagement particulier, ces vitrines qui sont de chaque côté, donc enveloppe, cerne toute une collection de F1. Donc ça, j'ai pu l'imaginer, le faire, alors que le début du musée, je suis parti de l'architecture qui était déjà existante. Donc la première salle est respectueuse du passé, puisque c'est une ferme du XVIIe. Et donc pour la suite, donc j'ai un peu innové, mais j'ai fait salle par salle pour le plaisir des visiteurs et essayer de regrouper les voitures présentées. Sachant que tu es aussi un passionné d'architecture, de pierre, et donc c'était important pour toi de respecter passé, présent et futur. Ah ben là oui, il est certain que souvent on s'étonne du plaisir qu'on peut apporter aux spectateurs, aux visiteurs. Le construit en fait partie. Et donc dans le cas du musée de Loyac, le manoir de l'automobile, on est bien servi parce qu'on a réussi à
à équilibrer la qualité de l'architecture et la qualité des collections de voitures. Est-ce que tu l'avais visualisé exactement comme ça, par exemple, cette grille de départ des Formule 1 ? Ah oui, oui, comme ça. Comment c'est possible que tu visualises exactement comme ça et que tu arrives au détail près ? J'ai mis le temps. Ça t'a pris combien de temps ? Oh, j'ai mis 10 ans. 10 ans pour réunir les pièces, après façonner tout ça. Comment tu les as trouvées, les pièces ? J'ai trouvé des voitures chez des constructeurs, chez des collectionneurs. Un musée m'a même vendu là. Il n'en voulait plus. Une F1 toute seule dans une collection, à la limite, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'il y ait un contexte. Le contexte technique, la beauté des pièces. Tout ça, ça fait partie de l'esprit de la collection. Là, depuis 2 ans, on réunit tout ce qui est vintage, tout ce qui est formica, bleu, vert, rose pâle. Parce que le formica était toujours très attractif au niveau des couleurs. Et maintenant, on pose des objets pour agrémenter les visites et surtout faire plaisir aux dames à qui on imposait le boulon rondelle jusqu'à plus soif, comme on dit. C'est sûr que je pense que le réseau que tu as développé à travers Échappement notamment, et toutes ces connaissances et toutes ces rencontres que tu as pu faire dans l'automobile t'ont aidé aussi à titre personnel pour constituer ta collection à travers des opportunités, j'imagine. C'est 60 ans de vie quand même. Donc c'est du temps passé et on continue. Tu sais que depuis que je suis petit, je te l'ai dit, je viens de Rennes. La légende de l'Oéac, j'en ai entendu parler depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours entendu le fait que Échappement, à l'époque de son âge d'or, j'étais pas né encore, t'avais toujours un temps d'avance par rapport aux autres magazines, parce que tu avais la possibilité d'acheter les voitures, toi, personnellement, et ensuite de les faire essayer dans Échappement avant même qu'elles soient disponibles pour les journalistes autres. Ouais. C'est vrai ? Ah, mais c'est vrai qu'on avait pris un peu d'avance. Et souvent, il nous arrivait de présenter les voitures dans Échappement avec quelques temps d'avance, c'est vrai. Et après, ces mêmes voitures, tu les utilisais et elles finissaient ensuite dans le musée. Oui, absolument. C'était un cercle vertueux, en fait. Et on essayait de bien les conserver. Absolument. Il y a tellement de voitures ici que ça serait compliqué de toute façon de parler de toutes les voitures. Mais il y a une catégorie de voitures qui d'ailleurs est à l'entrée et qui trône. C'est toutes les voitures en rapport avec Le Mans. T'as une histoire particulière avec Le Mans ? Il y a des voitures qui t'ont particulièrement marqué ? À Le Mans, j'ai participé aux 24 heures du Mans depuis 68 jusqu'à l'an dernier. Tous les jours, tous les ans, nous étions problème de poison. Et donc, dans la mesure où j'ai pris un peu le recul, les 24 heures du Mans se sont un peu éloignés, quoi. Mais ça reste toujours quelque chose de fabuleux et prestigieux. C'est quoi les voitures qui t'ont marqué au Mans et qui ont pu rouler au Mans grâce à toi ? Donc il y a 2 voitures qui ont été engagées par le manoir. Il s'agit de la Bugatti EB110 en 95. En 95, on a réussi à acheter une EB110 neuve, à la préparer et à faire la 5e place à 2 heures du matin.
Malheureusement, on avait un mélange pour alimenter la voiture qui était défectueux et les 4 turbos ont lâché dans la nuit. Il a fallu les changer. Donc là, on perdait la course. Et par insouciance, la voiture, est repartie. Et par insouciance, le pilote a été un peu léger, puisque à 3/4 d'heure de la fin de la course, il est sorti de la route. Autrement, en ce qui concerne l'Aston Martin, elle était disponible avec beaucoup de retard. Donc, on a eu 3 mois pour la préparer, sans essai technique. On a dû l'engager, la voiture, qui normalement devait être invitée. Mais avec la recrudescence du succès des GT au Mans, on a dû faire les essais qui permettent d'homologuer la voiture, et il lui manquait 1 seconde au tour. C'était pas beaucoup. Tu sais, quand tu crées ce manoir de l'automobile, ce musée, je trouve que tu as une démarche qui est intéressante, c'est que tu te dis, plutôt que de créer un musée juste dans un village, entre guillemets, qui est un village comme tous les autres, malgré ce que tu as pu créer avec le rallycross, tu te dis aussi, je vais m'impliquer dans l'ambiance, la vie du village, pour en fait créer presque une attraction touristique, afin que tout ait un cercle vertueux. Comment tu t'y es pris ? Donc là aussi, c'est du bon sens. Et puis, la volonté de réanimer les choses. Donc, on a pris tout d'abord, la mairie avait décidé de réaménager les sols. Et pour passer, genre de petits détails, pour passer des sols en pavé autobloquant, comme on disait à l'époque, moi j'ai dû trouver une solution et financer la différence entre le pavé autobloquant et le pavé granit. Donc j'ai pas hésité à le faire parce que c'était le début de la transformation du village. On a mis quand même quelques dizaines d'années. Donc tout ça, ça a été bénéfique pour l'installation du commerce. Ça a complété l'effort qui avait été fait pour réanimer toutes ces maisons. Et donc, aujourd'hui, on arrive à au moins une 40aine d'activités commerciales pour 700 habitants. Donc, monsieur le maire, les habitants sont assez contents et c'est un village qui ne s'endort pas, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a parlé du rallycross, on a parlé du manoir de l'auto. Je te dis, on pourrait parler de tellement de voitures ici parce que il y en a plein qui m'ont marqué. Moi, j'étais venu déjà au manoir d'automobile il y a quelques années et il y avait une voiture qui, je pense, tous les jeunes de ma génération et même avant, ils ont été marqués par cette voiture. Pour la petite histoire, j'ai même un tatouage de cette voiture. C'est la F40. Je sais qu'elle y est plus maintenant. Est-ce que tu as des souvenirs avec cette voiture ? La F40, c'était un symbole. C'était le summum d'une GT imaginée par Enzo Ferrari. Et ça a été le début d'ailleurs de la fabrication chez les constructeurs d'engins absolument diaboliques. Mais la F40 à l'époque, au niveau des performances, était monstrueuse. Il y avait une accélération qui permettait d'étonner son passager facilement. Et la voiture était même sur route mouillée, était délicate à conduire.
Et c'était le symbole d'une voiture de sport qui avait des performances absolument éblouissantes. Tu as des souvenirs un petit peu avec cette voiture ou tu t'es fait des frayeurs plutôt? Oui, une fois en venant de la région parisienne, à la sortie de Paris, un tête-à-queue maîtrisé. Tu veux dire un tête-à-queue qui n'a pas été dramatique, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Parce que souvent les tête-à-queue, c'est pas maîtrisé. Ouais. On parlait de F40. Quand on parle de F40, forcément, moi je pense à une personne, je pense à Enzo Ferrari. Ouais. Je crois que tu as eu la chance de le rencontrer dans ta vie et que tu me raconteras bien mieux cette histoire évidemment, mais que tu l'as pris en photo, chose qu'il détestait. C'est quoi cette histoire? Disons que tous les ans, on faisait un hors-série sur la vie commerciale et technique de Ferrari. Et on allait donc passer quelques jours à Maranello, où on était reçu par quelques heures par Monsieur Ferrari lui-même. Et c'est vrai que c'était un grand moment. C'était un homme qui avait beaucoup de prestance et qui impressionnait toujours son auditoire. Là, donc, j'avais muni de mon petit appareil photo. J'ai pu, une fois, déclencher l'appareil avant d'avoir l'autorisation de le photographier. Mais il a été beau joueur, il a dit « Les amis de Daniel Marin, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Daniel Marin, donc ton ami qui était à ce moment-là l'importateur. Charles Pozzi. Voilà, absolument. Donc c'était un peu ton joker, quoi. Oui. C'était la caution. Et tu l'as gardé cette photo? Oui, mais elles sont exposées au musée. C'est quoi l'autre voiture qui t'a fait tant rêver quand t'étais petit et qui t'a particulièrement marqué, même si elles t'ont toutes marqué pour des raisons différentes? Oui. C'est la Lamborghini Miura, parce que cette voiture, à Nancy, donc elle était un concessionnaire de la ville, faisait des courses de côte avec cette voiture. Et nous, étant jeunes adolescents, on venait souvent baver autour de cette voiture qui, tu imagines bien, qui à Nancy, dans une bonne ville de province, donc étonnait tous les badauds dont j'en faisais partie. Et un jour, j'ai pu m'acheter cette voiture. Donc, comme je dis souvent, c'est un coup de crayon, un moteur magnifique, 12 cylindres, qui fait un bruit d'anthologie, et un comportement de la voiture qui est exemplaire. Elle aurait pu remettre en cause les succès de Ferrari, mais Ferrari avait quand même quelques années d'avance. Tu réalises à ce moment-là, quand tu peux t'acheter une Miura, que tu arrives à atteindre un objectif qui n'était même pas un objectif quand tu étais plus jeune, tellement ça te paraissait inaccessible? Est-ce que c'est un des moments où tu as réalisé tout le chemin que tu avais parcouru? Oh, je me suis jamais arrêté pour mesurer le chemin parcouru. On est dans un sillon, dans une synergie, dans un mouvement où tout avance et il n'y a pas de frontières. Mais tu aurais pu t'en rendre compte un peu aussi au travers du regard de ta famille, peut-être, qui n'a jamais eu les ambitions que tu as eues. Je pense peut-être à ton père, qui était, comme on le disait tout à l'heure, agriculteur, qui n'aurait jamais imaginé ça, j'imagine, pour son fils.
Les belles voitures, les belles bâtisses. T'as des souvenirs de ça, d'un moment où il a pris conscience de l'ampleur de tout ce que tu avais réalisé? Je pense qu'il n'en parlait jamais, il m'en parlait jamais. Il m'en parlait jamais de ce que j'avais fait. Mais il devait, en douce, l'apprécier. Puisque une fois j'ai une photo, c'était au rallye de printemps, départ place de la Carrière, après à côté de la place Anistas à Nancy. Il se trouve que j'ai une photo avec la 1093 et mon père derrière qui regarde discrètement ce qui se passe sur cette place. Et donc il devait déjà reconnaître où partait son fils. Je me posais une question aussi, tu sais, par rapport à tous ces objets qu'il y a dans ce musée. Il y a évidemment des voitures, mais il y a aussi des bateaux de course, des très gros objets. Est-ce que des fois vous avez dû démonter une partie du bâtiment pour faire rentrer des objets? Parce que j'imagine que t'as pas pu penser à tout en amont dans la construction et que t'as dû peut-être changer des choses en cours de route. Je me suis adapté à la situation de chaque fois. Puis on n'hésite pas à changer de place les objets quand il faut pour les mettre en valeur. Le colibri, par exemple, pour le positionner où il est, on a dû ouvrir une cloison qui communique avec l'autre salle. Donc on n'a pas hésité à le faire. Donc vous avez abattu un mur? Et on a abattu une partie du mur. Des histoires sur le manoir, sur le musée. Je pense qu'il y en aurait, tu pourrais en balancer une par voiture, donc autant dire beaucoup. Ouais. Mais il y a forcément, si on veut être un peu exhaustif sur toutes les parties de ta vie, il y a une dernière partie qui est encore un pari fou, parce qu'on le disait tout à l'heure, t'es un créateur, t'as besoin de projets en permanence. C'est qu'à un moment, un peu sur un coup de tête, tu deviens constructeur automobile. Comment ça, c'est quoi la genèse de ça? À quel moment ça s'est décidé? C'est au cours d'un repas, c'est ça? C'est au cours d'un petit pot avec Redélé, fils, et Gilles Dupré. On était tous les trois en train de prendre l'apéro. Une discussion de comptoir. Une discussion à bâton rompu comment Renault a organisé la suite de la construction des Alpines avec la 310 qui correspondait pas à la filiation qu'il pouvait souhaiter. Là, maintenant, Renault a rattrapé le retard avec l'Alpine, puisqu'ils ont fait une Alpine qui est formidable. Donc, nous, on mettait en cause l'esprit. Et d'ailleurs, l'Alpine, la 310 n'a jamais vraiment marché. C'est vrai. On s'est dit, on va relever le défi de faire une voiture qui sera une concurrente de l'Alpine, qui aura les performances aussi brutes qu'elle l'était quand elle est née. Et donc, Gilles Dupré a en plus rajouté qu'il avait construit une voiture seul il y a quelques 15 ans avant. Et puis on s'est pris au jeu, on a fait le questionnaire dans Échappement pour que les lecteurs imaginent la voiture idéale qui puisse mixer compétition et roulage sur la route comme une vraie GT. Donc, au bout de 2 ans, on a tiré des conclusions, puisque tous les mois, on communiquait avec nos lecteurs, et ils étaient très sensibles au fait que cette voiture, la nouvelle voiture qu'on pourrait leur imaginer, serait une voiture qui est mixte,
qui puisse faire la compétition et rouler sur la route normalement. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a construit 300 voitures à peu près et l'aventure s'est terminée avec un moment de réalisme. On n'arriverait pas au point zéro. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on a perdu de l'argent. Donc j'ai appris une chose, c'est que un métier, on l'apprend, c'est pour toute la vie. Et changer de métier, c'est souvent long et difficile et coûteux. Et là, le banquier, suite à une réunion avec un banquier, il m'a dit que, pour reprendre son expression, que ça pesait dans les comptes. Et donc là, l'aventure était finie. Mais ceci dit, si je comprends bien ce que tu me racontes, c'est parti presque d'une blague. C'est parti d'un défi et évidemment, vous étiez des passionnés, mais c'était presque naïf de penser que, et heureusement que vous étiez naïf, qu'avec une petite équipe d'à peine 10 personnes, 12 personnes, vous alliez devenir un constructeur automobile à part entière, sachant que, en termes de développement, ça coûte une fortune astronomique. C'est la dernière naïveté. Il y a l'homologation, il y a toutes ces choses-là. Non, mais oui. D'ailleurs, on a pris comme prétexte l'homologation, parce qu'avant, l'homologation se faisait par morceaux de la voiture. Et là, nouvelle législation, l'homologation était obligatoire globalement. Donc ça veut dire que c'était beaucoup plus cher et impossible. C'était pas sérieux. Si je me rappelle un petit peu de toutes les échéances, tous les moments les moments clés de cette aventure, parce que c'est quand même une aventure folle. Tu sais, tu le sais bien mieux que moi, mais il y a quand même peu de gens qui peuvent dire que leur nom est associé à une voiture et qu'ils sont devenus en tant que particuliers passionnés un constructeur automobile. Oui. Qui plus est, qui a construit des voitures plaisir. Mais je crois que quand vous décidez de mener ce projet, vous vous dites que la voiture sera dévoilée au Mondial de l'automobile 92 et les premières voitures sont livrées en 94, au moment où l'usine se crée, etc., etc. Donc ça veut dire qu'entre le moment en 90, presque en buvant des coups avec Gilles, tu décides de créer cette marque. 4 ans après, c'était quelque chose de physique. Donc c'est très très rapide. Oui, c'était rapide. On avait l'atelier en dessous, installé l'atelier en dessous dans l'entreprise après. Et donc les deux étaient liés, puisqu'il y avait dans l'esprit, dans le staff, des gens qui connaissaient bien la voiture de compétition et la voiture de sport. Et donc, ça a été une voiture qui a réuni pas mal d'idées et pas mal d'avis. Peut-être que c'est pour ça que on en est arrivé là. Tu sais, je me dis aussi qu'à l'heure où les créateurs de contenu dont on fait partie et parmi tant d'autres cherchent de plus en plus à créer des projets dans la vie réelle, des projets de grande ampleur, je me dis qu'on n'a rien inventé parce que le projet, la voiture Hommel, tu l'as aussi créé grâce à ta communauté, à tes lecteurs de l'échappement. Donc, c'était un peu finalement l'ancêtre de tous ces projets qui existent maintenant grâce aux communautés, quelles qu'elles soient, en se servant justement de ce fondement, en fait. C'est un projet collaboratif, finalement. Complètement collaboratif. Puisque même les fournisseurs amenaient leurs idées pour la forme d'un siège, pour toutes sortes de choses, quoi. Et je crois même que
le patron de Citroën, de l'usine Citroën qui est à côté à Rennes, avait eu vent de votre projet et a cherché à vous aider. Ah oui, Il vous prenait pour des fous. Auguste Genovese, Il vous prenait qui pour était des le fous. patron de l'usine de Citroën Rennes, Ouais. nous a pas pris pour des fous. Il y a cru un moment et il a missionné ses troupes. Il trouvait que c'était bien que ses collaborateurs se replongent dans une manière traditionnelle pour faire les châssis. Et donc les châssis ont été confiés à Citroën. Donc à l'atelier proto de Citroën Rennes. Et Genovese, Auguste Genovese était un homme qui était plein de discernement et il aimait vraiment l'automobile. Les automobiles Hommel, c'est un projet qui s'est terminé, je crois, vers 2007. La production s'est arrêtée en 2004, mais la société a disparu en 2007. Ouais. Toi, à ce moment-là, comment tu voyais la suite? Tu commençais à penser à ta vie suivante, entre guillemets, ou tu étais toujours dans les activités, échappement, à développer On était toujours dans la presse. Hein. Non, mais c'est là où le papillon, il va trop haut, et il se casse une aile. Et le papillon, il a continué de voler jusqu'à quand? Ça s'est arrêté avec le Covid? Ça s'est arrêté à quel moment? Oui, 80 ans. C'est déjà pas mal. Hein. 78 ans. Il y a 2 ans. Et c'est quoi la suite pour le papillon? La suite? La suite, c'est un peu de repos et tirer la quintessence d'une histoire plus douce qui est la gestion d'un musée. C'est plus doux que construire une voiture. Ou construire le musée. Absolument. Et transmettre aussi. Parce que j'ai l'impression que ce soit avec Alexandre qui est juste à côté, ton fils, ou d'autres personnes, tu as cœur à transmettre tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, toute cette passion. On va surtout transmettre. Michel, j'ai une question rituelle à la fin de chaque épisode. Et des fois, c'est assez étonnant les réponses qui sortent de ce genre de questions banales. Mais tu y as déjà un petit peu répondu. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit personnellement, que ce soit pour ta passion, pour la future génération, je sais pas. L'action est déjà en route, puisqu'on a utilisé une règle qui s'appelle Dutreil. Tu connais le contrat Oui, Dutreil? Oui, bien sûr. Mais tu peux l'expliquer peut-être pour les gens qui connaissent pas? Le contrat Dutreil permet de céder 75% d'une entreprise pour la préserver familialement. Donc, ce contrat signé avec l'État permet de gérer au mieux le coût de la fiscalité. Donc, ça c'est une loi qui a été maintenue par la droite et par la gauche. D'ailleurs, c'est pour une fois, ils sont bien entendus. Et imaginez que le musée ne soit pas aidé par l'État pour être cédé aux enfants et à l'épouse. Et il faudrait vendre la moitié des voitures. Et ça permettrait de faire exploser le musée. Donc le but, maintenant, est d'une manière tranquille, et avec toute l'expérience que j'ai acquis, je vais développer le musée avec mes enfants pour permettre aux générations suivantes
de continuer ce travail. Merci Michel de nous avoir accueillis. Et puis j'ai envie de te dire aussi merci pour avoir fait rêver tant de générations, dont la mienne, mais d'autres avant moi. Et sûrement d'autres après. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Parce que t'es l'exemple même que même en partant de rien, une passion peut amener sur des chemins qui sont absolument extraordinaires. Ah, complètement. Et il est vrai que le musée exprime une manière de vivre et une passion de la vie particulière. Merci Michel. Merci pour ton temps. Ok. À bientôt. Faudra dire aussi, on précisera, on le laissera ou on le laissera pas, mais faut aussi saluer la prouesse physique de Michel, parce que on ne dirait pas comme ça, mais c'est un exercice qui est très fatigant, physiquement, intellectuellement, et t'as fait 0 pause, alors qu'on avait prévu que le temps pour que t'en fasses plein, t'en as fait 0, donc bravo. Ah oui, non, mais c'est sûr que... T'es encore un sportif de haut niveau, là. Avec Parkinson, Parky, je l'appelle. Je l'appelle Parky et j'essaie de maîtriser cette maladie. Et en fin de parcours, ça bute un peu. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. Merci et à bientôt.